Bonjour et bienvenue. Je commence par me présenter, je suis Aude Bach, je suis kinésiologue, je suis installée en Haute-Vienne depuis maintenant 7 ans. Et je vais vous parler ce soir, j'ai choisi comme intitulé « Sortons de la peur, effet placebo et effet nocebo, l'impact dans nos corps et dans notre vie ». La France a peur. Vous vous souvenez, Jean-Pierre Pernaut, journal de 13h. Coluche l'a réutilisé dans un de ses sketchs. La peur, elle nous est utile dans la vie, puis parfois elle ne nous est pas utile, ou parfois elle nous encombre. Il y a déjà 2 grandes catégories de peur. Il y a la peur qui va mobiliser en moi des réactions qui seront tantôt appropriées, tantôt inappropriées. Et puis il y a la peur qui est inhibitrice de réactions. Elle n'amène rien. Le 11 septembre 2001, il y a l'attentat des Twin Towers et les images, elles vont tourner en boucle sur tous les écrans de télévision. Et vous aurez une augmentation du taux de mortalité dans les maisons de retraite. Les petits papis-mamies regardent en boucle les images. C'est des images de stress, c'est des images d'angoisse, c'est des images qui véhiculent de la peur. Et je n'ai aucune réaction possible, hormis éteindre mon poste de télévision. Ça, c'est la peur la plus toxique. C'est celle qui ne continue de circuler et qui n'amène aucune réaction possible. Pour moi, je suis impuissant. Je ne peux pas réagir, je ne peux pas sortir du système. Je fais un petit quiz au début de cette conférence et à la fin de la conférence, normalement, si j'arrive à tenir mes délais et mon timing, vous avez la réponse à mon quiz. Quel est le rapport entre l'effet nocebo, Milton Friedman et l'école des Chicago Boys? Ça vous parle, l'école des Chicago Boys et Milton Friedman? Prix Nobel d'économie, grand économiste de l'ultralibéralisme, c'est celui dans lequel on vit aujourd'hui, et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Je repars sur la peur, l'effet placebo, l'effet nocebo. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est pas franchement une petite histoire, c'est un événement assez tragique que relate le cancérologue Carl Simonton, cancérologue américain, dans son bouquin « Guérir envers et contre tout ». Il raconte cette anecdote qui s'est passée au début de sa carrière. Il avait dans son service de cancérologie un patient atteint d'un cancer dit létal, très grave cancer. Le traitement de chimiothérapie qu'ils utilisaient à ce moment-là ne donnait absolument aucun effet. L'état du patient ne cessait de se dégrader. Profil du patient de type dépressif, donc battu d'avance, très faible envie de se battre, aucune projection dans l'avenir. Jusqu'au jour où ils rencontrent et ils retrouvent leur patient lors d'un rendez-vous de visite de routine, absolument transformé, réjoui, heureux, avec une fougue et un optimisme incroyable. Il avait un magazine dans la main et il leur lit l'article de journal qu'il venait de découvrir. Ça concernait un médicament miracle extraordinaire, un anti-cancer fabuleux, qui était en période de test à petite échelle, et qui, visiblement, permettait d'obtenir des résultats incroyables sur le cancer. Et voilà cet homme qui est transformé, qui retrouve son optimisme, sa foi. Il se dit, là, j'ai quelque chose, là, il y a quelque chose, docteur, il faut qu'on fasse... Je veux ce médicament, je veux qu'on me fasse ce traitement. Carl Simonton était beaucoup plus circonspect quant à ce médicament, tu l'avais entendu parler par ailleurs, mais devant l'enthousiasme de son patient, il tente. Et il lui fait prendre ce médicament, ce nouveau traitement, testing. Et voilà que l'état du patient s'améliore, pas seulement sur son moral et son mental, mais en termes de guérison de cancer, les tumeurs commencent à se réduire, l'état s'améliore sensiblement. Simonton n'en revient pas, il est incroyable ce médicament. C'est vrai, c'est un vrai médicament super contre le cancer. On va atteindre des résultats magnifiques avec ce traitement, c'est magnifique. Donc le patient retrouve son sens de l'humour, il se projette de nouveau dans l'avenir, il a des projets d'avenir, il y croit à sa guérison, il a la foi. Jusqu'au jour où il retrouve son patient décomposé, livide, avec de nouveau un magazine dans la main, il vient de lire un article de journal, et là, le dit médicament est descendu en flèche, il ne sera pas lancé sur le marché. Les contre-expertises en testing ont montré que ces résultats n'étaient absolument pas positifs, pratiquement équivalents, voire inférieurs aux traitements existants, donc ça ne valait pas le coup. Et là, il est effondré, il dit « je suis fichu, je ne m'en sortirai pas ». Alors Simonton lui dit « mais attendez, regardez les résultats, concrètement, votre état s'améliore, la guérison, on voit bien que vous êtes en phase de guérison, votre cancer est en train de reculer ». Il n'arrivera pas à faire revenir son patient en arrière.
quelque temps après, il va décéder. L'état va se dégrader progressivement avec le même traitement. Hein. Le même traitement. Ça va beaucoup interroger Simonton, hein, cet état, cette situation. C'est-à-dire que le patient, à un moment donné, retombe non seulement dans la dépression, mais il va aller dans le désespoir. Dans toutes les pathologies, il y a un seuil à ne pas dépasser, c'est le seuil qui ne nous permet plus de revenir en arrière. Cet homme, il s'était accroché à un fil d'or, le miracle, l'espoir, ce nouveau médicament. Il s'était accroché, il est remonté complètement, on lui casse son fil et on n'arrivera pas à le retisser. Même preuve à l'appui, même en regardant les résultats, ça ne fonctionne pas. Il perd son objectivité. Alors pour comprendre ce qui se passe, c'est ça, hein, on est dans déjà une histoire de nocebo et de placebo. Là. Je vais vous résumer un petit article que j'ai reçu la semaine dernière, là, un petit zoom dans une revue médicale, ça va corroborer ce que je suis en train de vous raconter, hein, cette anecdote. C'est une revue qui s'appelle Néo-Santé, c'est une revue internationale de médecine nouvelle. Et il y a un petit zoom qui explique une expérience qui a été faite par des chercheurs américains récemment sur ce qu'ils ont appelé le facteur espérance et le placebo, justement. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un placebo, déjà ? Est-ce que levez la main ceux qui ne savent pas ? Bon, tout le monde sait, ok. Quand on lance un nouveau médicament en pharmacologie, donc on teste le médicament face à un placebo, c'est-à-dire un comprimé neutre, qui est fait à base d'amidon, de lactose, de choses comme ça. Neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun impact, aucun effet thérapeutique connu. Hein. C'est une hostie. Et on fait 2 groupes tests à l'aveugle, des patients qui vont recevoir le placebo, ils ne savent pas ce qu'ils reçoivent, s'ils reçoivent le placebo ou le médicament en vrai, et puis l'autre groupe qui reçoit le vrai médicament, mais pareil, à l'aveugle, sans savoir si c'est le placebo ou autre. Et on mesure les résultats. Alors, il faut savoir que dans le groupe qui reçoit le placebo, on n'a jamais 0% de guérison. Hein. Un placebo, en moyenne, c'est 30% de résultats. C'est intéressant, l'hostie. Hein. Et puis, l'effet placebo, c'est le delta qu'il va y avoir entre le résultat mesuré sur le placebo, le comprimé, l'hostie, et le taux de guérison qu'on a avec le médicament, qui, lui, a des effets thérapeutiques mesurables, tangibles, et justement qu'on veut mesurer. Et si ce delta est suffisamment positif, on appelle ça l'effet placebo. S'il est négatif, c'est-à-dire à peine supérieur au placebo, ou voire carrément inférieur ou égal, étant donné que lui, il a des effets secondaires que n'aura pas l'hostie, eh bien on appelle ça l'effet nocebo. De mon point de vue de kinésiologue, l'effet nocebo et l'effet placebo, c'est un peu différent. Et vous le comprenez quand je vous raconte l'anecdote du patient de Carl Simonton. On ne lui change pas son médicament, c'est toujours le même. Mais dans un cas, il y a ce facteur espérance, cette foi en sa guérison, qui va faire qu'effectivement, il se met en phase de guérison. Et dans le cas numéro 2, il perd la foi, et là, on bascule en effet nocebo. C'est-à-dire que parfois, l'effet placebo et l'effet nocebo, eh ben, c'est l'image des Twin Towers qui tourne. C'est les messages toxiques que je reçois en permanence sur Internet, à la radio, à la télé, et par rapport auxquels je ne peux rien, je me retrouve dans l'impuissance. Ça va me bloquer un certain nombre de choses dans ma vie, dans mon corps. Donc, pour en revenir à l'article, au petit zoom là, sur Néo-Santé, donc cette équipe de chercheurs américains, ils ont voulu tester. Donc, ils ont fait 2 grands groupes, un groupe A et un groupe B. Le groupe A, ils ont dit à tous les patients, c'était des dépressifs, hein, ils ont testé avec un antidépresseur. Ils ont dit à tous les patients du groupe A qu'ils recevaient l'antidépresseur, le médicament, en leur expliquant qu'ils étaient juste en train de tester les effets de cet antidépresseur. Ils voulaient avoir des mesures un peu plus justes, sans leur expliquer l'effet profond, enfin l'histoire profonde du testing. Hein. Donc 100% des patients du groupe A ont la connaissance parfaite que ce qu'ils reçoivent, c'est un antidépresseur. C'est le bon médicament. En revanche, dans le groupe B, eh bien, ils vont reproduire les expériences qu'on fait habituellement, c'est-à-dire ils vont séparer leur groupe en B1 et B2. Et là, tout le groupe 1 se retrouve en aveugle. Ils ne savent pas s'ils reçoivent le placebo ou le médicament. Ils ont 50% de chance de recevoir le médicament et 50% de recevoir le placebo. Donc il y a un facteur interrogation. Hein, ils sont dans le mystère. Donc le groupe B1, il le sépare en B1 le groupe B, il le sépare en B1 et B2. B1, ceux qui reçoivent effectivement le placebo et ils n'en savent rien. Et B2, ceux qui reçoivent effectivement l'antidépresseur, le même que ceux du groupe A, mais ils n'en savent rien non plus. Ce qui les intéresse, c'est de mesurer la différence entre les résultats sur le groupe A, qui sait qu'il reçoit l'antidépresseur, et le groupe B2, qui ne le sait pas.
Et l'article conclut que les résultats obtenus sont sensiblement, tangiblement différents et donc méritent attention. Et ce delta, pour eux, cette différence entre les résultats de guérison du groupe B2 et les résultats du guérison du groupe A, c'est ce facteur espérance. C'est cet effet placebo, ce contexte qui fait que je vais mobiliser des choses dans mon corps. Alors comment je mobilise des choses dans mon corps? Il faut comprendre comment fonctionne le cerveau humain. Le cerveau humain, en fait, on a 4 cerveaux, les humains, si je puis dire, hein, rassemblés en un seul cerveau. On a le reptilien, le limbique, le cortex et le néocortex. Reptilien, c'est mon système nerveux central, c'est mon cerveau des fonctions vitales, d'accord ? Vieux cerveau, archaïque, automatique. Automatique parce que je n'ai pas la main sur mon reptilien, je ne peux pas m'empêcher de respirer, je ne gère pas la température du corps, tout ça c'est automatique, c'est lui, c'est un magnifique cerveau. La vie, c'est quelque chose de prodigieux. Arrive ensuite mon cerveau limbique, qu'on appelle aussi animal. Lui, son boulot, si je puis dire, c'est d'assurer ma survie, mais plus à l'intérieur de mon corps, dans mon environnement. Alors lui, il reçoit notamment les informations qui viennent des organes des sens, parce que c'est quoi le ressenti que j'ai par rapport à mon environnement? Ça vient justement, c'est du ressenti, et ça ne vient que par les organes des sens. Hein. Si je les perds, je ne suis plus du tout en contact avec l'extérieur. Hein. Et donc, il va scanner en permanence ces données, ces informations. C'est comme un gros Google, en fait. Hein. C'est la même chose. C'est pas un cerveau de l'analyse, c'est pas un cerveau de la réflexion, c'est un cerveau lui aussi archaïque et dit automatique. Donc il scanne en permanence les données, et si la compilation, si le concept issu de ces données, ces informations entrantes, correspond à une mémoire de peur, de douleur, de peur de la peur ou de peur de la douleur, là j'ai prononcé 4 fois le mot peur, il déclenche le système d'alarme. Je reviens sur le limbique, je continue sur le cortex, néocortex, cortex, le cerveau des primates, les gorilles ont un cortex. Hein. Néocortex, on est les seuls à l'avoir, c'est le cerveau de l'empathie. Hein. L'empathie propre à l'être humain quand il est équilibré, quand il est en bonne santé, vous savez. La santé au sens de l'organisation donnée par l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire l'épanouissement de l'individu sur un plan physique, mental et spirituel. C'est l'OMS qui le dit. C'est ça la santé. C'est quand je vais bien dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans c'est tout ce domaine-là, la santé. Donc quand l'être humain il va bien, il est en bonne santé, quand il est épanoui dans tous ces domaines, il a un néocortex qui est extrêmement développé, souple, c'est la plasticité du cerveau. Ça l'amène à bouger, changer ses comportements et avoir surtout de l'empathie. Ça, c'est le propre de l'être humain. Ça ne veut pas dire que les animaux n'en ont pas, mais bon, ils ne fonctionnent pas pareil en groupe, par exemple. Nous, on a une capacité à fonctionner en groupe dans l'empathie, l'entraide, etc. Le cerveau qui m'intéresse, moi, je suis kinésiologue, je travaille sur le cerveau limbique. Pourquoi ? Parce qu'il est la clé de la psychosomatique, c'est lui qui déclenche le système d'alarme. Quand il détecte quelque chose, c'est ce que je vous disais, hein, un message dangereux, l'environnement, l'article de journal du patient de Simonton, il déclenche le processus d'alarme. Et le processus d'alarme, ça se déclenche par une émotion. Le limbique a dans sa batterie de cuisine, parmi ses outils, des émotions. Ça vient du latin ex movere, émotion. Ça veut dire bouger hors de. Bouge de là, réagis. Le limbique, c'est les réactions. Le cortex, ce sont les actions. Pas la même chose. Donc il y a des émotions positives. Je réagis positivement à mon environnement. J'essaie de faire durer le plaisir. Et puis il y a des réactions négatives, entre guillemets, désagréables, parce qu'il n'y a pas de négatif et de positif, c'est agréable et désagréable, on va dire. Quand j'ai une émotion désagréable, je vais essayer de quitter la salle, je vais partir, c'est la première réaction. La fuite, la lutte, les 2 grandes stratégies de l'adaptation. D'accord ? Si vous avez vu un film d'Alain Resnais, le film d'Alain Resnais qui s'appelle Mon oncle d'Amérique, je ne sais pas si ça vous parle, si certains d'entre vous l'ont vu, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder, c'est un vieux film. Mais vous y verrez le professeur Henri Laborie, qui est spécialisé, il est décédé aujourd'hui, mais qui a fait énormément de travail et de recherche sur la stratégie de survie du rat, mais qu'il a développé aussi sur l'humain, c'est la même chose, ça fonctionne pareil. Et comment le conflit, comment la lutte et la fuite me maintiennent en vie. Comment c'est important pour résister au contexte, aux facteurs d'agression extérieure que j'identifie dans mon environnement. Okay. Donc il y a une première phase d'alarme, l'émotion. Cette phase d'alarme, elle débouche sur une action, une réaction, la fuite ou la lutte.
Et c'est là où je vais rentrer sur les réactions appropriées ou inappropriées. Si ma réaction est appropriée, le problème n'est plus un problème, je remets de l'ordre dans mon environnement et je me sens de nouveau en sécurité. Et donc là, tout rentre dans l'ordre. Si ma réaction est inappropriée, je vais par exemple être perpétuellement dans la lutte. Dans la lutte, dans la lutte. Donc quand je suis dans une réaction inappropriée, je vais être en conflit par exemple permanent et j'ai toujours pas réglé le problème. Mais le fait d'être dans le conflit, ça me maintient en vie, ça me maintient en bonne santé entre guillemets. Sauf qu'à un moment donné, je vais finir par m'épuiser. Et quand je n'ai absolument pas de réaction, alors ça c'est l'effet de la peur inhibitrice de l'action. Je vais donner un exemple, par exemple le harcèlement moral au travail, pour certaines personnes qui le vivent. Je ne peux pas démissionner, donc je ne peux pas fuir, parce que je n'ai pas d'argent derrière. J'ai une famille à nourrir, j'ai plein de choses. Je ne peux pas lutter parce que c'est un supérieur hiérarchique, et puis de toute façon, on m'a appris à obéir, on m'a appris à me soumettre aussi. Il faudrait que je lutte contre tout ce système de croyance. Mon limbique, c'est le gardien du système de croyance. Donc lutter, c'est pas toujours évident. Lutter au travail, j'ai pas toujours la capacité à le faire. Et c'est là où je vais rentrer en pathologie. Au bout d'un moment, je rentre en épuisement. Au bout d'un moment, ça c'est le processus de stress que je suis en train de vous expliquer. Le processus de stress, c'est quoi? C'est l'ensemble des réactions physiques et physiologiques dans le corps face à un facteur d'agression extérieure. L'environnement, c'est le facteur d'agression extérieure. Je détecte quelque chose de dangereux, d'inconfortable, d'insécurisant, et je mets en place donc l'ensemble des réactions physiques et physiologiques dans le corps, parce que c'est dans le corps que ça se passe. Et ma tête et mon corps, c'est la même chose. D'accord ? Donc, au bout d'un moment, j'arrive en phase d'épuisement. Et la phase d'épuisement, lorsque j'arrive plus à me battre, lorsque j'arrive plus à m'adapter, je finis dans toutes les pathologies, physiques, mentales, comportementales. Le patient de Simonton, il s'enfonce dans le cancer, il s'enfonce dans la pathologie physique, physiologique, parce qu'il n'arrive plus à lutter, il n'arrive plus à s'adapter, il n'y croit plus. Okay. Simonton, il explique ça dans un petit schéma qu'il fait dans son bouquin. Alors lui, il explique, il part du stress psychologique, la pathologie, il prend le contexte du stress psychologique. Parce qu'il n'y a pas que le stress psychologique. La pollution, c'est aussi un stress. Mon corps, il lutte en permanence contre ça, contre les polluants que je respire, tout ça. Donc là, on parle juste, là je suis vraiment dans le contexte psychologique, moi, c'est ça qui m'intéresse. Là. Donc il explique que l'environnement toxique, donc le patient qui lit l'article néfaste, se met en stress psychologique, ça va agir sur son système limbique. Or, dans le système limbique, il y a deux grandes glandes qui sont importantes, c'est l'hypothalamus et la pituitaire. L'hypothalamus va gérer le système immunitaire, la pituitaire, elle gère le système endocrinien. Qu'est-ce qui se passe dans le cas du patient de Simonton ? Eh bien, l'épuisement, la phase d'épuisement, à force d'être toujours dans ce stress, il n'arrive plus à remonter. Je vous le rappelle, il est en phase de désespoir, il ne remonte plus la ligne de flottaison. Donc, son système immunitaire s'effondre, son hypothalamus se bloque sur le système parasympathique, pas d'action, pas de réaction, je bloque, je ne peux plus rien faire. Et sa pituitaire, son système hormonal se déstabilise, se déséquilibre. Donc, dans un cas, on va avoir une prolifération des cellules cancéreuses, avec le dérèglement du système hormonal, et avec le dérèglement du système de l'hypothalamus et du système donc, immunitaire, il y a une baisse des mécanismes anti-cancer. Donc on arrive à une progression du cancer. C'est comme ça que ça se passe au niveau du cerveau humain. D'accord ? Donc ça, c'est l'effet placebo et l'effet nocebo de mon environnement. Voilà. Donc sortir de la peur, ça veut dire quand est-ce que je peux d'abord toujours avoir une réaction positive par rapport à une réaction quelconque. Quand je reçois des messages, je fais le tri. J'essaie de prendre du recul sur les choses. Il y a plein de choses qui nous font peur dans l'avenir, etc., etc. L'idée, toujours, pour s'en sortir, c'est de trouver une solution, n'importe laquelle. Alors, je vous donne un exemple très simple. Je reçois un mail sur... on va parler du professeur Joyeux qui vient l'année prochaine pour faire une conférence. Vous voyez, il a lancé une grande campagne sur la vaccination, les 11 vaccins. Donc, on reçoit des mails très alarmistes sur cette vaccination des 11 vaccins. Mais derrière, j'ai une pétition à signer. C'est peut-être pas grand-chose, mais au moins, je sors de l'impuissance. Toujours sortir de l'impuissance. Quoi que je fasse, alors la connaissance c'est bien, je lis beaucoup de choses qui sont importantes, qui sont intéressantes, mais qui parfois véhiculent chez moi de la peur, il faut que j'en fasse quelque chose. Il faut que je reprenne le pouvoir dans ma vie. Je vais prendre des décisions, je vais changer mes comportements, même si c'est faire mes courses d'une certaine façon, c'est pas grand-chose, mais au moins je le fais. Donc au moins je n'ai pas cet effet d'impuissance, de devoir subir. Parce que même ça peut m'amener à déclencher un machin parce que j'ai reçu un vaccin, par exemple. Le facteur de peur va avoir un impact, nécessairement. Ok ? Alors maintenant, quel est le rapport avec Milton Friedman ?
Alors Milton Friedman, ça a été le grand adversaire de Keynes. Keynes, c'est l'économiste auquel on doit quelque part les 30 glorieuses. Hein. Après, au sortir de la guerre, Roosevelt l'a pris. Il avait le choix entre Milton Friedman et Keynes. Il a préféré Keynes. Et Keynes avait une vision de l'économie qui était, on va dire, humaine et humaniste, si je puis dire. C'est l'avènement des classes moyennes. Il va y avoir donc les 30 glorieuses aux États-Unis, en Europe, etc. Milton Friedman, c'est complètement autre chose. Hein. Si vous connaissez le bouquin de Naomi Klein qui s'appelle La stratégie du choc, Milton Friedman et l'équipe de ces économistes, le Chicago Boys, ils ont étudié la stratégie du choc, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je soumets les gens à des stratégies de peur. Qu'est-ce que je peux en faire et comment je peux domestiquer comme ça les esprits. Il va faire des expériences assez trash. Hein, où, le bouquin de Naomi Klein, il n'y a pas qu'elle qui l'a écrit, ils étaient, je ne sais pas combien de dizaines d'experts du monde entier. C'est un travail de fourmi qui a pris 5 ans. Et elle analyse le système de l'ultralibéralisme. Et quand vous retrouvez de plus en plus, hein, il y a de plus en plus dans certaines entreprises du harcèlement psychologique, du harcèlement moral, et ce sont un peu des techniques en fait. Hein. Je ne dis pas que c'est une grande conspiration, hein, mais c'est en train de se développer, ces profils de gens, et c'est un système qui se met en place. Et c'est vrai que quand vous avez cette stratégie de la peur, vous obtenez beaucoup des gens. Et en même temps, c'est une sottise monumentale. Parce que comme je vous l'ai expliqué, du coup, enfin non, justement, je ne voulais pas expliquer. Alors je vais vous l'expliquer. Quand mon système limbique, mon cerveau limbique, il détecte quelque chose de dangereux, qu'est-ce qu'il fait avec le reptilien? Ils vont déconnecter mon cortex. Alors je ne suis pas complètement lobotomisée, hein, mais j'ai des réactions, hein, je n'ai pas des actions. Le cortex, c'est un cerveau très lent, un cerveau très intelligent qui analyse. Mais quand je suis en danger, quand je suis en situation extrême, je n'ai pas le temps de l'analyse. Il faut que je réagisse très vite, il faut que je sauve ma peau. Donc il y a une petite déconnexion du cortex, c'est ce qui peut m'amener, quand je suis dans le RER, s'il y a une bombe qui explose, je vais faire comme tout le monde, hein, je vais courir, hein, je ne vais pas me poser de questions, hein, je ne vais pas nécessairement aider mon prochain, je vais sauver ma peau, hein, parce que c'est un cerveau de la survie, je vais sauver ma peau, alors je vais courir. Oui, je vais piétiner peut-être des gens. C'est facile après de dire, ah ben, ils sont fous, ils sont complètement crétins, ceux-là, ils ont fait c'était n'importe quoi. Non, c'est pas la nature humaine. Il faut comprendre le cerveau, comment il fonctionne. Quand je suis en danger, je sauve ma peau, il n'y a que moi qui compte. Éventuellement, une mère, elle va prendre son enfant par le bras, ça c'est le truc qui va... Parce que c'est l'instinct maternel avec l'enfant, c'est encore un peu différent. Mais c'est ça que je suis. Je suis de nouveau mon cerveau animal. Hein. Même si je suis un homme ou une femme du XXIe siècle, quand je suis soumis à la peur, quand je suis soumis à l'environnement toxique, il ne faut pas oublier que j'ai un cerveau limbique. Donc c'est cette stratégie qu'il a étudiée. Hein. Il y a donc l'effet nocebo. Hein. On va avoir un effet nocebo avec le contexte qu'on va mettre. Hein. Et il y a des entreprises typiques, hein, pas toutes, hein. Ça dépend des secteurs, mais dans certains secteurs assez anciens, hein, secteur primaire, secteur secondaire dans l'économie, on trouve ces vieilles pratiques. Hein, où on terrorise les gens. Et en fait, c'est complètement idiot parce que du coup, les gens n'utilisent pas plus leur cortex, ils n'ont plus la liberté de créer, d'inventer. Ils sont beaucoup moins productifs et beaucoup moins efficaces. Hein. Il fut un temps où on faisait des ressources humaines, mais là, je crois que c'est un peu passé de mode. Mais il y a plein de psychothérapeutes qui ont montré qu'au contraire, en laissant les gens dans un climat de confiance, de bien-être, au contraire, ils sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus prolifiques, productifs et autres. Donc c'est comme ça, mais en tout cas, c'est plutôt une tendance négative. Heureusement qu'on ne trouve pas dans toutes les entreprises, mais qu'on trouve dans certaines entreprises. Voilà. Donc ça, c'est l'effet nocebo et donc sur nos vies, hein, dans notre corps. Donc je vous ai expliqué un petit peu comment ça bloquait dans notre corps. L'idée, donc, c'est de revenir toujours vers la pensée. Alors qu'est-ce qu'on fait en kinésiologie? Je vais faire le lien avec ce que je fais comme métier. Donc nous, alors, les kinésiologues, on travaille sur la base de données, nous. Hein. Quand mon cerveau limbique, il détecte une mémoire, il met en lien le ressenti, hein, ces informations, ces données entrantes, avec une mémoire de peur, de douleur ou de peur de la douleur, et bien, il arrive souvent que cette mémoire de peur, de douleur ou de peur de la douleur, elle soit totalement obsolète. Limite, elles ne m'appartiennent même pas, ça n'est même pas de mon vécu. Parfois, c'est du vécu dans la généalogie, dans la génération précédente, hein, dans ma généalogie. Donc, il a accès, ce cerveau, à 3 grandes bases de données. Ma mémoire familiale, ma mémoire fétale, mémoire de la petite enfance évidemment, ma mémoire de l'espèce et ma mémoire de l'univers. En général, en kinésiologie, on se contente déjà de travailler sur la mémoire familiale, mémoire fétale, mémoire de la petite enfance, mais aussi il y a la mémoire de l'espèce. C'est quoi la mémoire de l'espèce? Déjà, c'est la mémoire de tous les êtres humains, mais aussi c'est ma culture.
C'est ma culture judéo-chrétienne, c'est mon système de croyance, mon inconscient collectif, c'est tout ça la mémoire d'espèce aussi, parfois. Donc on travaille sur ces bases de données. Ces bases de données, elles se trouvent dans l'ADN. Elles ne sont pas c'est pas une zone du cerveau particulièrement. Mon limbique, c'est une interface, il a accès à l'information. Et ça se trouve dans l'ADN, pas les 8% qu'étudient les généticiens, les autres. Ce qu'ils ont appelé au début l'ADN poubelle, parce qu'on ne comprenait pas. En fait, c'est de l'informationnel, c'est du codage. Et on travaille sur ces programmes-là, on fait une mise à jour, on fait des actualisations. C'est des pratiques qu'on appelle quantiques. C'est tout le travail qu'on fait. Et ça permet quoi ? Ça permet aux gens de prendre du recul sur les situations, de dégager toutes les peurs qui sont parasites et inutiles de ces vieux cerveaux, justement, juste de dégager, de débroussailler, et donc de pouvoir reprendre quoi ? Son libre arbitre, son cortex. Donc d'avoir de nouveau des actions qui sont adaptées, appropriées. Pas avoir des actions, des réactions soit inappropriées, soit au contraire aucune action. Ça sert à ça, la kinésiologie. Ok. Bon, j'ai terminé avec ma petite présentation. Ah oui, une dernière chose. Je voulais vous citer une déclaration d'un professeur de médecine qui s'appelait, je pense, Escande, le professeur Escande, qui dit « L'organisme, sur ordre du cerveau, possède en lui de quoi corriger tous les désordres possibles, y compris de faire repousser un membre disparu. Ses capacités de défense et de régénération sont pour le moment quasi inexploitées. » Quand je vous dis qu'un effet placebo, un placebo en laboratoire, on obtient 30% de résultats sur des antidépresseurs, par exemple, sur des dépressifs, pardon. Je crois qu'il y a certains médicaments, typiquement anti-diabète, qui ont été testés face à des placebos, et on a presque 45% avec le placebo, et quelque chose comme 55-60% avec l'anti-diabète. Donc c'est intéressant, le placebo. Les kinésiologues, la kinésiologie, l'ensemble des médecines naturelles, pour la plupart, pas celles qui utilisent de la phytothérapie, parce que là, c'est une médication, la phytothérapie. Les médicaments, ils viennent des plantes. Mais typiquement, ceux qui travaillent comme moi, ou en énergiologie, les énergéticiens, l'homéopathie aussi, tout simplement, on ne travaille pas avec de la chimie, on travaille sur l'effet placebo. Moi, quand on me dit ce que je fais, je travaille sur l'effet placebo, la psychosomatique, c'est là-dessus que je travaille. Et c'est un levier important. Ça ne fait pas tout, mais on ne peut pas faire sans. Voilà. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Voilà. Mais en tout cas, c'est nécessaire. Quelle que soit la pathologie, qu'elle soit mentale, qu'elle soit comportementale, ou qu'elle soit physique et physiologique. Quand je me fais soigner pour un cancer de ceci ou cela, si je ne soigne pas les corps subtils, j'ai fait qu'un certain pourcentage, j'ai rempli un certain pourcentage du problème. Je suis passée à côté d'une partie de ma personne. Moi, je travaille sur plein de corps. Le corps énergétique, le corps astral, le corps éthérique. C'est plein de corps subtils, ce sont des corps de mémoire, des corps informationnels. Et donc, tant qu'on n'a pas mis au carré, nettoyé, aligné tous ces corps, eh bien, le corps physique qui, lui, ne fait que recevoir l'information, il ne peut pas se libérer de la cause, qu'on appelle, Hippocrate, il disait, il faut chercher la cause, et puis la cause de la cause, et la cause de la cause de la cause. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à me poser ? Ça se passe comment une séance de kinésiologie en fait ? Ah, ça se passe comment une séance de kinésiologie ? Je répète la question, ça se passe comment une séance de kinésiologie ? Alors ça, c'est une question que j'attendais pas du tout, quoi. On prend rendez-vous avec le kinésiologue d'abord, soit on vient parce qu'on sait pourquoi on vient, soit parfois on ne sait pas trop, on vient par curiosité. Je vous ai dit, on travaille sur tous les types de sujets. Alors j'ai type de profil, j'ai des gens qui viennent parce qu'ils ont un problème de mal-être, de confiance en soi. Là, par exemple, dans le domaine de soi-même, d'accord, confiance en soi, manque d'assurance, des choses comme ça, vie personnelle, vie professionnelle aussi. Il y a aussi les gens qui viennent parce qu'ils ont des douleurs auxquelles on n'arrive pas à remédier. C'est les praticiens standards n'arrivent pas à remédier. Ça dépend des douleurs, voilà. Problèmes physiques aussi, des pathologies auxquelles, pour accompagner soit les soins standards allopathiques, soit parce que l'allopathie n'y arrive pas, les médecins ne comprennent pas ce qui se passe. Ah oui, parce que parfois la réponse elle est dans les corps subtils. Donc effectivement, si on ne les décode pas, on ne comprend pas ce qui se passe. Bon. Et puis voilà, c'est ce genre de choses. J'ai des enfants, problèmes de sommeil aussi, des dépressions aussi, dépressives. Je vous ai expliqué, le cerveau limbique a se bloquer. Donc les antidépresseurs, ils font quoi ? Ils travaillent au niveau de l'hypothalamus pour essayer de relancer la machine.
Bon, mais c'est de la chimie. Alors c'est nécessaire parfois, mais parfois ça n'est absolument pas. Parfois il ne suffit pas grand-chose pour remettre en marche l'hypothalamus, remettre le système orthosympathique, parasympathique, les deux systèmes complémentaires, mais pas supplémentaires du limbique, de l'hypothalamus, c'est-à-dire parasympathique, récupération d'énergie, orthosympathique, dépense d'énergie, sommeil, digestion et effort. Voilà. Ok. Voilà, et puis après, comment ça se passe? J'interroge les gens, je prends quelques notes, et ensuite, les gens s'allongent sur la table de massage, et je vais travailler avec ce qu'on appelle le test musculaire. Je vous ai dit, on travaille sur la mémoire, c'est du codage, l'ADN, on travaille en langage binaire 0, 1, 0, 1. Avec le langage binaire 0, 1, je trouve toutes les informations que je veux. Les premiers ordinateurs, les premiers programmes informatiques, c'est du binaire. Avec 0, 1, vous faites des monceaux de combinaisons. Gauche, droite, droite, ok, et maintenant gauche ou droite, droite, ok, et maintenant gauche ou droite, gauche, ok, comme ça. Sauf que quand j'ai, par exemple, je vais prendre, si j'ai pas que 2 chemins, mais si j'en ai 10, je cherche le chemin, c'est de 1 à 10, c'est le 3, ok, je prends le 3. Ça fonctionne en arborescence. Je me déplace comme dans une base de données virtuelle, en fait. Je rentre, ça fait bizarre de dire ça, mais avec le test musculaire, c'est quoi? C'est le bras tient ou il lâche. Alors il tient, ça veut dire qu'il n'y a pas de déclenchement du système d'alarme, du processus de stress. C'est Anselier, le docteur Anselier, qui a le premier posé le mot stress. Stress, c'est l'ensemble des réactions physiques et physiologiques dans le corps face à un facteur d'agression extérieure. Donc tant qu'il n'y a pas de détection de quelque chose qui vient me déstabiliser, mon chi circule parfaitement dans mon corps, je n'ai pas de blocage particulier. Dès lors que le système d'alarme s'enclenche, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une modification d'afflux nerveux, de l'afflux sanguin, afflux lymphatique, et libération d'hormones, les hormones de stress. Parce que pour pouvoir fuir et lutter, les deux grandes stratégies, je vous ai expliqué, la survie, l'adaptation, pour pouvoir fuir et lutter, il faut qu'il se passe des choses dans mon corps. Il faut que mon sang, je vais aller approvisionner au maximum en lymphe et en sang hyper oxygéné les organes et les muscles qui sont dédiés à la fuite et à la lutte, le cœur, les poumons et les grands muscles longs striés. Puis je vais balancer des hormones de stress parce que la peur donne des ailes, il faut que je me shoote. Adrénaline, cortisol, j'ai besoin d'énergie. Donc c'est ça l'ensemble des réactions. Et ce début de modification, en fait, qui amène le bras à lâcher, c'est ça qu'on sent, ce changement d'aiguillage. C'est ce qu'on sent dans le bras, en fait. Alors, moi, c'est le bras que je teste. Les Chinois, ça fait 5000 ans qu'ils utilisent les poux chinois. Ils utilisent ça, c'est la même chose. Ils captent au niveau du système. Alors, les ostéos disent que c'est les fascias, en fait, qu'on travaille sur les fascias. Je ne sais pas trop. Mais les poux chinois, donc il y a le bras gauche et le bras droit, les yin et yang, enfin bref, les Chinois, ils captent au niveau des poux la modification, ce qui se passe, qui déclenche toutes les perturbations. Voilà. C'est des techniques comme ça. Voilà, c'est un peu bizarre comme truc, c'est une pratique quantique, donc c'est un truc qui n'existe pas, je veux dire qu'on n'enseigne pas, c'est extrêmement éloigné. La première fois que j'ai fait une séance de kinésiologie, je me dis c'est quoi ce truc, quoi. Je ne comprenais pas ce qu'on faisait, je ne connaissais pas. C'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. On n'est plus. C'est vraiment, on travaille sur le logos, sur le langage du corps, sur le corps quantique. C'est quoi le corps quantique? C'est un corps de langage. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Fritz Albert Popp, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Biologie de la lumière. Il travaille sur les transferts d'informations entre les tissus cellulaires. Dans les cellules, les cellules échangent de l'information. C'est ça le corps quantique, mais c'est une information extrêmement complexe. Et elles échangent de l'information par des signaux qui vont, a priori c'est super lumineux, à une vitesse supérieure à celle de la lumière, et ça transmet de l'information. On travaille sur ces champs-là, en fait. On va transmettre de l'information. Alors, lorsque vous prenez de l'homéopathie, il n'y a rien chimiquement, il n'y a rien du tout. Si vous analysez une granule, il n'y a que dalle. C'est l'information qui va agir. Et ça marche. Enfin, moi, je me soigne à l'homéopathie, je soigne mes enfants à l'homéopathie depuis plus de 30 ans. Je veux dire, c'est pas un problème. On n'utilise quasiment pas l'allopathie. Et c'est ça, c'est de l'information qui est transmise et le corps se modifie. Le corps change son information. Donc il se met en processus positif et non plus l'information toxique. On élimine les informations toxiques qui circulent dans le corps. Voilà. Et les schémas, les vieux schémas archaïques, les vieux systèmes de croyances qui m'obligent à me soumettre au système de croyances et à ne pas trouver ma propre voie, ma propre liberté.
Je vous vois froncer les yeux, c'est un peu abstrait ce que je raconte. J'ai bien compris le test pour détecter le déséquilibre, mais les techniques pour réharmoniser justement. En kinésiologie, c'est des techniques cutanées, c'est des choses... comment ça se passe en fait, la séance? C'est pas verbal. Ah bah il y a tout, verbal, le verbe. Hein, Émile Pinel, mathématicien quantique, il a écrit un bouquin qui s'appelle Vie et mort, qui se trouve sur Internet. Alors c'est même pas un bouquin, hein. C'est toutes ses recherches. Il était mathématicien quantique et biologiste. Il travaille sur le noyau cellulaire et il explique ce qui se passe dans le noyau cellulaire. Il dit il y a un champ de mémoire psycho-émotionnelle. Okay. Et ce champ-là, c'est un champ de verbe. Il explique que la psychothérapie, il faut arrêter de dire que la psychothérapie, c'est de la philosophie. La philosophie, c'est vachement bien aussi d'ailleurs. Hein. Mais le langage modifie l'information qu'il y a dans mon champ psycho-émotionnel, hein, au niveau de mon noyau cellulaire. Il fait sa démonstration sur le plan mathématique et aussi avec la liste d'ADN. On travaille aussi avec le langage. La parole, elle est super importante. Hein. Lorsque les gens parlent, lorsqu'ils verbalisent, il se passe quelque chose. Hein. Je vais vous citer la Bible. Hein. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe, c'est pas rien. Hein. Kinésiologie, le logos, hein, le langage du corps. Hein. C'est pas un petit truc. Hein. Quand le patient il lit son article, c'est que du langage. Hein. Ce médicament est miraculeux et son cancer létal est en train de reculer. Ces cellules cancéreuses, elles diminuent. Ce n'est que du logos. Et lorsqu'il lit l'inverse de l'autre côté, effet nocebo, t'es fichu, mec. C'est ça, c'est fort les mots. Hein. Donc on travaille avec plein de techniques, le verbe est important, on va utiliser des techniques de programmation neurolinguistique, on va utiliser des techniques qu'a récupéré le MDR, mais qu'on utilise en kinésiologie depuis longtemps, les mouvements oculaires, hein, parce que mes yeux, la caractéristique de mes yeux, c'est qu'ils sont reliés tous les deux aux deux hémisphères de mon cerveau. Il y a deux nerfs optiques et les deux au centre qui croisent. Donc, chacun de mes yeux est relié aux deux hémisphères. C'est à peu près les seuls organes, je crois les oreilles aussi. Mais sinon, mon cerveau pilote à partir de la ligne de mes oreilles, de mes yeux, c'est croisé. Mon bras gauche, c'est mon hémisphère droit cortex qui envoie le signal. Hein, voilà. Donc ça, là, c'est le cortex. Hein. Par contre, si on fait une explosion derrière moi, je vais faire ça. Ça, ce ne sera pas mon cortex, ce sera mon limbique qui va m'amener à faire ce geste. J'aurais pas compris, avant même que j'intègre au niveau de mon cortex, c'est une explosion. Je suis beaucoup trop lente avec mon cortex. Mon limbique, lui, et mon reptilien, ils vont capter tout de suite. Hein. C'est eux qui vont me faire ça. Réflexe. Ok. Voilà, on utilise quoi? On utilise des techniques d'énergétique chinoise, on travaille sur tous les points d'acupuncture, on travaille sur les chakras, donc des techniques de médecine indienne, ayurvédique, je sais pas, enfin un truc, moi je fais des mouvements, ce qu'on appelle les mouvements de la spirale, on utilise ce qu'on appelle les lemniscats, ce qu'utilisent les Tibétains, les médecins tibétains, les chamans tibétains, les moines tibétains, j'utilise ça c'est typiquement de l'énergétique et du vibratoire, puis après j'utilise du quantique pur, hein, du vibratoire, c'est-à-dire que j'utilise des petites fioles, des cristaux, de la lithothérapie, tout, je travaille sur des auras, j'utilise énormément de choses. En kinésiologie, on a... Et puis, celui qui sait autre chose, il prend autre chose. J'utilise de l'EFT, j'utilise plein de trucs. En gros, j'utilise... je peux utiliser de la réflexologie plantaire si je maîtrise la réflexologie plantaire. Tout est guérison, tout est outil. L'idée, c'est de trouver le bon outil au bon moment. Voilà, après... C'est votre test du départ qui vous oriente? Mais c'est me test tout le temps, je ne travaille qu'avec le test. Moi, je suis pas médium. Hein. Si je ferme les yeux, c'est plus pour me concentrer. Mais sinon, je vois rien. Là. Je ne peux rien vous dire sur vous-même. Je ne sais pas, moi. Je teste. C'est comme un médecin chinois qui capte les pouls. Moi, c'est le test musculaire. Là, je sais que là, je ne suis pas OK avec ça. Ça me déséquilibre, ça me déstabilise. Voilà. Je vais vous faire une démonstration, si vous voulez. Je ne sais pas, vous voulez que je vous fasse une démonstration, ce que ça veut dire, le test musculaire? Il y a quelqu'un qui a envie de venir, là? Voilà, alors je vais faire Alors je vais poser le micro. Vous allez me donner vos deux bras comme ça, voilà. Donc je demande à la personne, je vais parler plus fort, vous m'entendez là, c'est bon? Donc en général, alors moi je ne travaille pas debout, hein, c'est épuisant, hein, je travaille allongé, mais là on va le faire debout parce qu'on n'a pas de table de massage. Hein. Donc je demande à la personne simplement de tenir ses bras. En fait, c'est comme s'il y avait un papillon, je dis aux gens, c'est comme si vous aviez un papillon là sur le poignet.
Il n'y a pas besoin de mettre de la force parce qu'il est léger, le papillon. Par contre, si vous relâchez les bras, le papillon, il s'envole. Donc l'idée, c'est de tenir le papillon tout délicatement, comme ça. Donc mes poignets, ils sont complètement relâchés. Je ne mets pas de force. Je me contracte pas, hein, c'est tout doux. Et ça, c'est OK. Ça, c'est l'équilibre. Vous allez me dire oui. Oui. Ah non, mais sans bouger vos bras. Ah, oui, et là, ça tient. Vous allez me dire, je suis debout. Normalement, ça doit marcher. Voilà, ça c'est cohérent comme information. Le limbique, il est OK là-dessus, il calcule tout avec le reptilien. A priori, c'est bien une position debout. Vous allez me dire, je suis couché. Ça, c'est faux, ça. Vous sentez les bras, là, vous voyez, tout s'effondre. OK, message incohérent. Pof, le limbique, il décroche. Merci bien. Là, c'est pas OK, ça. Si elle dit, je suis allongée alors qu'elle est debout, panique à bord. Il y a une perte totale de contrôle de la situation, là. Son cortex part en sucette. Donc, le limbique, il réagit. Je suis pas OK là-dessus. Tout simplement, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous voyez, ça tient pas. OK, pas OK. Équilibre, déséquilibre. Je suis en paix avec ce truc. Je suis pas en paix avec ce truc. Ça me déstabilise. C'est ce qu'on utilise dans les arts martiaux. Hein. Quand on fait du kung-fu, il y a une part... Alors là, je vais vous faire du kung-fu, vous allez voir. Il y a des prises. Alors, je suis nulle en kung-fu, hein, je vous rassure. Hein. Mais il y a une prise. Il y a des mouvements en kung-fu, on fait ça, et après, on bascule comme ça. Hein. Bah, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Je ne suis pas en train de faire de la danse. Hein. Le mec qui fait du kung-fu, il n'est pas là pour faire des fioritures et des arabesques. Il est en train de basculer le chi dans le vaisseau conception de l'autre, de l'adversaire. Et quand je bascule le chi, parce que le chi du vaisseau conception, c'est un méridien qui est yin, donc il amène le chi de la Terre dans le corps vers le haut. Hein. C'est un des merveilleux vaisseaux, il va capter l'énergie du chi, il redistribue après. Le gouverneur, il fait pareil avec l'énergie de l'univers, du ciel, hein, le yang, l'énergie yang. Le yin, ça est de la terre vers moi, le yang, c'est du ciel vers moi. Et donc ces deux merveilleux vaisseaux, leur boulot, c'est de capter le chi de l'extérieur et de le distribuer dans les différents méridiens à certaines heures en maximum de chi. Hein, à certaines heures, le méridien sera à son maximum de chi. Donc ils stockent l'énergie, enfin ils amènent le chi, le distribuent et ils éliminent le chi affaibli, on va dire. Voilà, ça c'est le boulot. Bah, quand je fais ça, donc je bascule le chi à l'envers, le chi il monte dans le vaisseau conception. Donc là, je bloque le chi dans le vaisseau conception. Et après, j'ai plus qu'à frapper parce que là, ça l'affaiblit la personne. Et donc la personne part en arrière. Quand j'ai des gens, quand on a un méridien, un vaisseau conception et un vaisseau gouverneur qui sont perturbés, bloqués au niveau du chi, les gens, ils ont des vertiges, des déséquilibres, tiennent pas bien sur leurs jambes. Ça, c'est typiquement les problèmes de blocage. Voilà. Il y a d'autres questions? On va laisser la place au suivant, alors. Hein. C'est bon? Ok, bah, je vous remercie bien.